Salut à toutes et à tous, voilà, je suis ici dans les studios de l'Union européenne, voilà, je suis heureux, sous l'invitation du député Virginie Joron. On va faire une excellente émission avec Marie-Estelle Dupont, Virginie Joron, je suis entouré de deux femmes, je suis très content. Alors aujourd'hui, on va parler de la rentrée scolaire, on va parler des enfants sous la crise sanitaire, on va parler des mesures sanitaires encore, parce que tout ça, ça va arriver, ça va bien sûr arriver, parce que c'est la 8e vague, c'est Rambo 8 en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, avec Marie-Estelle, avec Virginie Joron, députée, on va décortiquer un peu tout ça, non hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Enfin, les filles, je peux vous appeler les filles, bien sûr. Dites-moi. Allons-y. Allons-y. Il y a du travail. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue. Vous avez écrit un livre, L'anti-mère. Oui. C'est quand même assez violent comme titre. L'anti-mère. Oui, alors L'anti-mère est mon troisième livre en fait. Il sort chez Albin Michel le 21 septembre. J'avais écrit auparavant des ouvrages de psychologie. Cette fois-ci, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui raconte en fait le cheminement d'une petite fille qui va devoir identifier et surmonter la jalousie de sa mère, qui, très jalouse que sa fille devienne une femme, fait tout pour qu'elle n'ait pas de vie. Pas confiance en elle, pas de vie amoureuse, pas de vie professionnelle. Et comment cette petite fille va devoir en fait se faire confiance et ne pas démentir en elle en fait toutes les preuves que sa mère est jalouse d'elle, alors que les hommes de la famille lui disent « mais non, ça n'est pas possible que ta mère soit jalouse de toi ». Pourquoi parler de ce sujet? Parce qu'on a beaucoup parlé des pères pervers, de la relation père-fille, mais finalement il y a un tabou. C'est l'idée qu'une génitrice puisse ne pas aimer son enfant. Je ne vous parle pas de la rivalité normale entre une mère et sa fille, où à l'adolescence, la mère est un peu contrariée de vieillir et la fille a un peu envie de dépasser sa mère. Ça, c'est structurant, c'est normal. Non, je vous parle de la génitrice qui donne la vie pour la reprendre, pour la contrôler, pour la mettre sous emprise, pour que sa fille, en fait, ne lui échappe jamais, qu'elle n'aille jamais vers un homme, qu'elle ne construise pas sa vie. Voilà, donc ce récit est un témoignage. Pourquoi? Donc c'est autobiographique en fait. C'est autobiographique. Alors j'ai modifié des détails pour que ma famille ne soit pas lourdement impactée, parce que le but n'est pas du tout de se venger, mais plutôt d'offrir des clés aux femmes qui ne comprennent pas pourquoi, arrivées à l'âge adulte, elles ont du mal à se faire confiance, elles ont du mal à recevoir l'amour de leur conjoint. Parce que j'ai constaté que beaucoup de mes patientes étaient entravées dans leur féminité, non pas à cause d'une sœur jalouse, non pas à cause d'un abus sexuel, mais bel et bien parce que leur génitrice ne leur laissait pas de place. Parler comme ça, se confier dans ce livre, c'est quand même, j'imagine, un exercice très dur que vous avez dû avoir. Oui, ça m'a pris... Vous avez dû vous prendre des souvenirs de l'enfance, peut-être des souvenirs même douloureux. Comment on écrit un livre pareil? Alors d'abord, j'ai mis beaucoup d'années à le publier parce qu'il fallait surmonter la culpabilité, évidemment, d'exposer une partie de ma vie privée. Et puis surtout, pour l'écrire, il a fallu faire un lourd travail thérapeutique pour sortir de l'amnésie traumatique, puisque quand on vit des chocs traumatiques très importants, comme ça a été le cas avec ma mère, je ne me rappelais pas de certaines années, donc je devais reconstituer, interroger des gens, retrouver des photos. Faire ressortir des douleurs. Et faire ressortir des douleurs, ce qui a évidemment été un premier moment de la guérison, mais le moment le plus vertigineux en fait, où on prend conscience que notre propre mère ne nous aime pas, qu'elle n'appelle pas l'ambulance quand on est en train de mourir, et que finalement, si on mourait, elle aurait beaucoup de bénéfices secondaires à ce qu'on disparaisse. Et puis, je l'ai publié parce que j'ai des patientes qui ont du mal à se reconstruire. Il fallait interpeller les pères et leur dire « mais vous n'êtes pas là que pour payer une pension alimentaire, vous n'êtes pas là que pour gagner de l'argent et travailler, vous êtes là aussi pour co-éduquer et poser une limite si vous sentez que la femme devient déviante, de la même manière que la mère est là pour poser une limite à un père qui devient déviant. » J'imagine que les rapports mère-fille sont compliqués. Moi, je suis un fils, je suis d'ailleurs fils unique, je suis un fils à ma maman. Et donc, je sais que c'est compliqué, je le vois d'ailleurs. Est-ce qu'en effet, les rapports mère-fille doivent passer par là? Ou est-ce que là, vraiment, c'était quelque chose d'assez extrême? Non, moi, j'étais réellement dans le cas d'une maltraitance avérée, des maltraitances physiques, des maltraitances psychiques, avec un isolement du reste de la famille, etc., etc., et un véritable système d'emprise où, en fait, pour garder son contrôle, ma mère divisait la famille, en fait. Donc, elle remontait chacun les uns contre les autres. Maintenant, en dehors de ces cas extrêmes de perversité et de manipulation, il y a
la rivalité naturelle et saine et structurante dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, la particularité de la relation mère-fille, c'est elle ressort de deux manières. D'abord, il est très difficile pour le commun des mortels de se dire qu'une mère peut être ambivalente vis-à-vis de son enfant. On idéalise la figure maternelle, la mère, elle aime forcément son enfant 100%. Non, il y a des moments où la mère doit lutter contre son ambivalence, la fatigue que ça impose, la privation de liberté parfois, les sacrifices que ça demande. Donc l'amour de la mère, il faut comprendre qu'il n'est pas tout blanc. Ensuite, comment cette mère va élaborer évidemment, l'amour de son enfant va l'aider à surmonter son ambivalence, ça c'est la mère saine et normale. Mais il y a autre chose, c'est comment la mère arrive à garder en tête que même si sa fille est du même sexe qu'elle, elle est une autre personne. Parce qu'il y a cette tendance sur un enfant du même sexe, comme un père avec son fils. Ce que je décris là dans le livre, c'est une fille qui le vit. Mais j'ai eu le même cas chez des patients hommes avec leur père. Comment est-ce que le parent du même sexe tolère que son enfant le dépasse et ne soit pas son double narcissique? C'est-à-dire mon fils, si je suis un homme, ma fille, si je suis une femme, il n'est pas là pour faire tout ce que je n'ai pas fait, me gratifier narcissiquement. Il a son chemin de vie, il est un autre. Donc comment est-ce que j'accepte l'altérité de l'enfant du même sexe? Et il y a un livre très beau qui s'appelle Fusion mère-fille, en sortir ou y laisser sa peau. Il y a toujours ce danger de la fusion entre une mère et sa fille, c'est vrai. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, il est très bien négocié, heureusement, avec une crise d'ado un peu musclée, et puis voilà. Donc, l'anti-mère de Marie-Estelle Dupont. Je me tourne vers Virginie, vous avez une fille. Est-ce que, j'espère que vous n'avez pas des rapports aussi compliqués avec votre fille? Est-ce que vous y reconnaissez peut-être un peu Déjà, tout d'abord, je tiens à remercier Marie-Estelle Dupont d'être là. Parce que pour moi, c'est une personnalité très importante dans le combat qu'on mène ici au sein de la commission Covid. Et effectivement, l'adolescence n'est pas une période facile. Effectivement, j'ai une fille de 16 ans, donc je suis en plein dedans. Ayant été aussi adolescente, j'étais aussi très, très dure vis-à-vis de mes parents, avec ma mère, mais c'est vrai que voilà, on n'était pas dans des extrêmes. Et voilà, le but de l'opération, c'est de continuer à éduquer au mieux nos enfants et de bien distinguer qui fait quoi dans ce rapport mère-fille. Et effectivement, la tâche d'être parent n'est pas aisée. Qui fait quoi Qui chez fait vous? C'est-à-dire, sur quel plan? Dites-nous, vous dites qui fait quoi? La mère, la fille, qu'est-ce que vous faites? Chacune. Pas confondre les places. Voilà, chacun sa place, chacun est là, moi, pour l'éduquer, lui donner un petit peu, moi aussi, ma feuille de route pour son avenir, ce qui n'est pas aisé, surtout dans le contexte actuel de crise. Quel message je veux lui donner, quel message je veux qu'elle aussi, plus tard, puisse transmettre à ses parents. C'est un vrai défi aujourd'hui, puisque tous les codes sont déconstruits. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec l'éducation qui nivelle les classes par le bas, des nouveaux concepts comme le wokisme, la crise du Covid qui est venue entre deux pour encore plus les soumettre à une nouvelle autorité. Donc ouais, c'est pas facile d'être parent, mais je remercie Marie-Estelle encore une fois qui nous a permis d'ouvrir des yeux à beaucoup de parents. Et ce livre va être intéressant à décortiquer. Et voilà, donc à mon humble niveau, en tant que parent, j'essaie d'éduquer. Et puis après, en tant que parlementaire, j'essaye aussi de décortiquer. Justement, en tant que mère et parlementaire, lorsque vous voyez les bouquins d'école de votre fille et que vous voyez toutes les questions du genre, vous avez dit du wokisme, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous faites peut-être avec des parents d'élèves Moi, je suis toujours pour le libre arbitre, je donne toujours mon avis. Et après, c'est aux enfants et aussi à l'adolescente qu'elle doit vivre sa propre vie. Je suis là juste pour donner des codes. Mais c'est vrai que quand on a aujourd'hui des codes qui vont que dans un sens, il est difficile de donner un autre son de cloche sans débat, sans aussi des fois incompréhension de la part de l'adolescent, puisque finalement toute la doxa les pousse à aller vers un seul chemin. Mais voilà, notre rôle, c'est toujours, moi je suis pour le libre arbitre, de donner toutes les petites graines, toutes les petites exemples pour qu'ils puissent forger leur caractère et après prendre les bonnes décisions. Mais c'est vrai qu'on vit quelque chose de dingue, où on va que dans un seul sens, où il n'y a pas de diversité d'opinion, où quand on émet une certaine opposition, on est tout de suite attaqué. Et puis on en reviendra peut-être dessus. On l'a bien vu avec cette histoire du pass sanitaire, de cette stratégie vaccinale. Quand on sort des clous, eh bien, on est à éliminer. Alors c'est très important ce que dit Virginie, puisqu'en fait justement l'adolescence c'est l'heure du manichéisme. Pour un ado, c'est normal, il a besoin de se créer d'autres modèles que ses parents.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire il y a le bien, il y a le mal, il va être très très radical, c'est vraiment binaire dans sa tête. Et c'est un passage nécessaire pour se décoller de ses parents et passer à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui est très pervers parce qu'il maintient, y compris les adultes, dans le manichéisme. Tout le storytelling du Covid, c'est très manichéen. Si vous le bien, le mal. Si vous remettez en question le port du masque à l'école, alors vous êtes pour qu'il y ait des morts en réa. Mais quel rapport? Donc en fait, on déconstruit la pensée. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de nuances. On reste au stade du manichéisme adolescent. Ce qui fait une population de gens, y compris adultes, très infantilisés. Et quand vous êtes très infantilisé, eh ben, finalement, vous êtes très facilement c'est-à-dire soumis. qu'on utilise la culpabilisation. Résigné. Voilà. Donc elle a un travail de mère à faire en fait. pour que sa fille construise sa pensée avec des arguments. Tu n'es pas obligé de penser comme moi, mais je veux que tu saches pourquoi tu penses ce que tu penses. Ouais. Dans un monde qui dit à nos ados, si vous pensez, vous êtes des délinquants. C'est ça. Quasiment ça. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des complotistes, des réactionnaires, des ceci, de cela. Non, je remets en cause une mesure parce que je vois qu'elle a elle fait plus de dégâts qu'elle n'a de bénéfices. Non, si tu penses, tu fais des morts. Quand on bloque le psychisme de cette manière des adolescents, on se doute bien que ça ne va pas devenir des adultes capables d'élaborer énormément et qui vont être très manipulables. Mais justement, qu'est-ce qu'ils seront? Est-ce que ça resteront des genres d'adolescents? Est-ce que ce seront des adultes qui, en fait, verront la parole de l'État comme étant parole d'évangile? Une religion. Alors, le problème, c'est que la société d'adolescents, on en est à la 3e génération. Hein. Finalement, depuis les boomers, on est un peu des ados attardés. Hein. C'est-à-dire, on veut notre série, notre trottinette, notre kiff. C'est ce que j'appelle la société du kiff, en fait. Et au nom du divertissement, mais regardez l'Empire romain, hein, panem et circenses. Si on mange et qu'on s'amuse, tout va bien. La civilisation s'écroule, c'est pas grave. Et on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un déclin de la pensée. Et qu'au nom du confort matériel, au nom du kiff, finalement, on renonce à des valeurs qui sont structurantes. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de troubles psychologiques et de pathologies mentales. Parce que l'être humain, il a besoin de rencontrer une limite, de rencontrer un cadre, de rencontrer un interdit pour rester créatif. Donc on va avoir affaire à des ados, pour les uns très déprimés, mais déprimés au sens effondré. C'est-à-dire... c'est vraiment le psychisme, il n'y a plus de désir, donc on voit une baisse de la libido, il y a moins de rapports sexuels, ils n'ont plus envie de faire d'enfants. 54% des ados pendant l'hiver 2021 voulaient arrêter leurs études complètement, donc il n'y a plus de projection dans le futur. Donc il y a vraiment le versant dépressif, on prend de la drogue, on prend des psychotropes, on s'effondre sur nous-mêmes avec des gens très très isolés qui vont rester chez eux derrière un écran et se raconter qu'ils communiquent parce qu'ils ont des réseaux sociaux. Et on voit bien les dégâts des réseaux sociaux sur l'enfermement mental. Et puis d'un autre côté, forcément, de plus en plus de violence, puisque plus l'individu est isolé, moins il est en lien affectif, plus il passe à l'acte facilement la violence. Donc un vrai problème d'hyperviolence que l'on constate aujourd'hui tous les jours dans des faits divers qui sont devenus des faits de civilisation. Donc du coup, on est tous les trois de la même génération, on a tous les trois la quarantaine, hein, voilà. C'est bien, vous me rajeunissez. Voilà, on est des adolescents, tous les trois, théoriquement, nous sommes de la génération adolescent. Et vous, Virginie Joron, qui est députée européen et qui avait décidé quand même de traiter des sujets dont personne ne traite, comme l'identité numérique ou être aussi dans la commission spéciale Covid, eh ben, malgré tout, vous êtes, comment dire, vous avez une forme de rébellion en vous. On n'est pas tous en réalité des adolescents soumis à la parole de l'État. Exactement, mais je pense que c'est déjà toute petite que j'étais comme ça, déjà à l'école. Et puis après, mon parcours universitaire n'est pas un des plus brillants, mais en fin de compte, j'ai réussi à rebondir parce que déjà, j'avais cette capacité à me poser des questions très jeune. Et puis j'ai eu la chance de faire un cours de désinformation lors de mon cursus universitaire et ça m'a ouvert les yeux. Et donc, j'ai vu la société en 4D. Donc, au lieu de prendre l'information brute, moi, j'allais chercher derrière l'information. Et cet état d'esprit, finalement, j'ai été construite avec cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant l'université, vous êtes dit, voilà, je vois la vie un peu d'une façon mainstream, si je puis dire. Durant l'université, j'ai eu un cours de désinformation. En fait, j'ai eu un cours d'information parce que je voulais rentrer dans la police. Et c'était un DESS police sécurité. J'avais donc... par Bertrand Assau, qui est assez connu aussi, qui faisait un cours de désinformation. Et en fait, il nous expliquait comment il fallait lire les articles de presse, comment on montait une information.
Et à partir de ce moment, je n'ai plus vu le monde tel qu'il venait de la part des médias. J'avais lu à l'époque les nouveaux chiens de garde, qui m'a également ouvert les yeux. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à la politique. Et vous avez bien vu, hein, l'étiquette que je porte n'est pas facile, mais j'estimais qu'il n'y avait aucune raison à ce que je n'adhère pas à ce parti, parce que les médias avaient décidé que c'était un parti xénophobe, raciste, puisque moi je ne l'ai jamais vu à l'extérieur ni à l'intérieur. Donc déjà à la base, quand il y a une décision qui arrive brutalement, je ne l'avale pas comme tout le monde, on va dire, mais je vais creuser, je vais essayer de comprendre pourquoi cette décision tombe à ce moment-là. Et moi, le déclic, ça a été le discours de Macron le 12 juillet. Qu'est-ce que vous avez dit ce jour-là? Je me suis dit, c'est pas possible qu'on impose du jour au lendemain un pass sanitaire, une obligation vaccinale, avec aucun choix sur le vaccin, avec pas d'essais, des essais cliniques qui durent jusqu'en 2023, avec un tel acharnement sur la population pour se faire vacciner. Donc je me suis dit, je vais aller creuser, je vais aller reprendre le dossier. Je suis remontée jusqu'au contrat. Et quand j'ai vu que les contrats d'achat étaient pour la 3/4 grisés, et quand on sait très bien, hein, quand il y a un flou, il y a un loup. Donc c'est parti comme ça. Et depuis que j'ai tiré la corde de l'aide de ce dossier, bien on voit qu'il n'y a pas de transparence. Et justement, qu'est-ce que vous avez vu au niveau parlementaire de ce loup? On connaît tous l'affaire des SMS de Van der Leyen. Oui. Encore aujourd'hui, la semaine dernière, nous étions en face de la médiatrice européenne, qui même elle déplore cette posture de la Commission, qui ne veut toujours pas nous transmettre ces SMS. Donc vous avez des contrats d'achat. Pour la plupart, dont on ne connaît rien sur le contenu, des clauses d'irresponsabilité, puisque heureusement qu'il y a des hackers qui nous ont transmis ces documents, les SMS dont on n'arrive pas à avoir la copie. On le voit en commission Covid, il n'y a pas du tout de diversité dans les échanges. Donc tout ça pousse à ce que, moi, mon travail parlementaire, c'est d'aller éplucher les communications. Et la dernière, donc, c'est celle du 2 septembre, cette communication de Bruxelles. Montrez-le à l'écran, tiens. Cette communication qui fait 15 pages, tout en anglais, hein, parce que c'est tellement important qu'il y a 27 États membres, mais aucun État membre peut l'avoir dans sa propre langue. C'est tout en anglais. Et là-dessus, on a encore une fois la stratégie de la Commission qui incite les 27 États membres à remettre tout de suite en place pour l'hiver 2023 tout leur plan pour lutter contre la nouvelle pandémie, puisque, comme vous l'avez dit en début de séance, il va y avoir la 8e vague. Pour 2023, ça? Pour cet hiver 2023. C'est-à-dire que là, on a un an d'avance sur ce qui va se passer l'hiver 2023, donc à partir du mois de décembre jusqu'à janvier 2023. Donc ils ont sorti ça au mois de septembre, donc avec un calendrier très précis, avec le pass sanitaire qu'il faudra remettre en place si besoin. Et donc voilà, toute cette communication et cette non-transparence pousse à se poser des questions. Et encore une fois, je le vois en commission Covid, dans une commission spéciale qui va durer juste un an. Mais ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Et c'est à cette occasion de cette commission, c'est normalement un moment d'échange et aussi un moment de bilan. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on fait les mêmes erreurs? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre réponse? Troisième voie. Une autre réponse pour lutter contre cette pandémie? Parce qu'encore aujourd'hui, on est dans la stratégie du tout vaccinal. Essentiellement la vaccination. Mais dites-moi, Marie-Estelle, vous entendez ça? Vous voyez que voilà, on est ici à l'Union européenne. Vous voyez ces textes. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que je me dis? Je m'interroge sur ce qui fait que les gens ont été à ce point dans le déni. Parce que quand il y a maintenant plus d'un an, au moment du pass sanitaire, on disait sur un plateau télé, attention, on a mis le doigt dans un engrenage très dangereux, ce pass va devenir un outil de gestion de la population, ça va se décliner à l'infini, après vous aurez d'excellentes raisons d'avoir un pass sécuritaire, écologique, énergétique, etc. Ça deviendra l'outil magique soi-disant pour résoudre les crises. On vous disait, mais non, pas du tout, le pass, il y en a pour 15 jours. Résultat, c'est devenu un pass vaccinal. Il a fallu qu'on bataille, moi, avec l'Union des collectifs pour la santé des enfants, pour que ce pass vaccinal ne soit pas validé à partir de 12 ans, mais 16 ans. On a gagné 4 pauvres années. Et là, ça va être réutilisé à toutes les sauces. C'est-à-dire que toutes les crises qui vont exister vont reprendre cet outil. Et
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens pour qu'il y ait un tel déni, une telle minimisation, une telle banalisation? Moi, je vais vous l'expliquer sur le plan psychique. Ouais. En fait, on a eu une scène, il faut comprendre qu'il y a une scène traumatique initiale qui est en France le 16 mars 2020, avec un confinement. Le monde s'arrête. Et le monde ne s'arrête pas n'importe quand. Le monde s'arrête en 2020. En 2020, l'Occident pense qu'il est tout-puissant, que Dieu n'existe pas, mais que par contre la médecine a réponse à toutes les douleurs, toutes les maladies, et que tout est possible. Et donc on a voulu, en tout cas dans les villes, oublier la mort, oublier la vulnérabilité. À l'instant où il y a à nouveau une menace, je ne parle pas des paysans dans les campagnes qui voient des vaches mourir tous les jours, ils n'ont pas oublié la mort et la finitude. Mais nous, dans les villes, on s'est un peu raconté qu'on était tout-puissants et qu'on pouvait tout maîtriser. À l'instant où la peur de la mort ressurgit, comme nous autres êtres humains modernes n'avons pas travaillé sur notre angoisse de mort, nous sommes vulnérables. Donc, avec le confinement, on a sidéré la planète. Les gens sont sortis du confinement dans un état de délabrement psychique, avec des addictions, de l'alcoolisme, des violences ça, domestiques, vous le voyez etc. parmi vos patients? Oui, alors j'y reviendrai un peu plus tard, juste pour finir mon raisonnement. Dans un état de délabrement psychique tel et tellement traumatisé que la population va dire plus jamais ça. Et à partir du moment où vous dites plus jamais ça, comme un enfant qui a été enfermé dans un placard pendant 3 jours, il est prêt à tout, l'enfant, pour que son parent ne le renferme pas dans le placard. Je veux dire, au pays des droits de l'homme, on a enfermé de force des gens bien portants, au nom du bien. À partir du moment où vous avez un tel niveau de trauma, l'amygdale, qui est la zone du cerveau qui gère la peur, elle est sidérée. C'est comme vous rentrez dans la maison sans désactiver l'alarme. L'alarme, elle n'arrête plus de sonner. Donc, si ça n'arrête plus de sonner, vous ne vous entendez pas. Notre cerveau, c'est pareil. Il y a eu un niveau d'alarme et de peur, soit de peur du Covid, soit de peur que les mesures reprennent, tel qu'on n'était plus capable de discerner, de rationaliser. Donc tous les messages qu'on nous envoyait, on n'était plus capable de prendre de la hauteur et du recul. Et finalement, les gens préféraient s'y résigner que risquer de revivre la menace du confinement. Alors oui, je le vois dans mon cabinet. Mais moi, les dégâts psychiques, je les vois depuis août 2020. C'est-à-dire depuis l'été qui suit le premier confinement. Qu'est-ce que vos patients vous disent lorsqu'ils viennent vous voir suite justement à cette crise sanitaire? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs phobies? J'ai beaucoup de patients qui n'avaient pas d'antécédents du tout psychologiques et qui tout simplement me disent ma vie m'a été confisquée. Et ça, c'est des patients de tous les âges. Donc la question de la fracture générationnelle, on a sacrifié les jeunes pour sauver les vieux, c'est même pas vrai. On a sacrifié tout le monde. On a sacrifié l'individu parce qu'on a redéfini la santé comme l'éviction d'un virus. Mais la santé ne se résume pas à une statistique de circulation virale. Donc en fait, les gens, ils me disent déjà, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie en fait. Je m'entendais bien avec mon mari aujourd'hui, on ne se parle plus au sujet du vaccin de notre fille qui fait sport-études, mais moi je crains qu'elle ait des problèmes de règles, mais lui il veut la vacciner donc on s'engueule. Je n'ai plus de vie parce que j'ai perdu mon emploi, parce que y a eu tous les licenciements qu'on a connus malgré la couverture du quoi qu'il en coûte. Donc il y a des gens dont la vie a été brisée, des personnes âgées qui sont mortes de détresse de ne plus voir leurs proches, des étudiants qui ont perdu le sens de leur vie. Et puis une éclosion de troubles psychiatriques comme on n'avait jamais vu. Moi, en 16 ans, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu des enfants de 7 ans qui ont envie de se suicider. Et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Des enfants de 7 ans qui veulent se suicider. Aujourd'hui, toutes les études, parce que moi je l'ai dit en 2020 parce que j'avais un constat dans mon cabinet, mais je me disais, je ne sais pas si c'est comme ça partout. Et puis j'avais des cliniciens qui me disaient « Mais tu vois la même chose que moi, toi tu vois l'augmentation des anorexies, tu vois l'augmentation des benzodiazépines chez les ados, tu vois des mères qui n'ont pas d'antécédents qui arrivent à l'hôpital en se scarifiant en psychiatrie ?» Donc on avait le même constat et puis il fallait du temps pour que les études sortent. Maintenant, ça fait 2 ans, les études, on les a. 229% d'augmentation des idées suicidaires et des suicides chez les moins de 15 ans. 30% d'augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes filles. Une augmentation massive des TOC, des phobies scolaires, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à l'alcool, toutes les drogues. Et quand même 81% d'enfants, ça c'est la Société française de pédiatrie qui le dit, 81% d'enfants portant le masque à l'école qui ont des symptômes psychiques et physiques directement liés au port du masque. Céphalée, phobie scolaire, crise d'angoisse, vomissement ou évanouissement parce qu'ils ont le masque en cours de gym, etc. etc. Donc, une vague psychiatrique monstrueuse qui, on s'en doute, une fois que quelqu'un a décompensé une anorexie, il ne se remet pas à manger le jour où les mesures sont levées et où le couvre-feu est levé. Donc en fait, une perte de repères, une perte de contrôle sur leur existence, une perte de possibilité de se projeter qui fait que les gens basculent dans l'absurde.
Donc, ils décompensent. Donc ça, je l'observe. Maintenant, les études le montrent. Maintenant, comment on va faire face à ce défi de la santé mentale? Je ne sais pas, parce que pour le moment, on ne semble pas redonner aux gens le sentiment qu'ils ont le contrôle sur leur existence. C'est-à-dire que là, on va avoir un hiver avec une crise sanitaire qui va reprendre, avec un millefeuille de crise, puisque va se rajouter la crise énergétique et la crise économique avec l'hyperinflation. Aux États-Unis, 300 000 démissions par mois en ce moment, alors que les gens achètent un sandwich pour 15 $. C'est-à-dire qu'il y a une inflation, une nécessité de gagner de l'argent qui n'a jamais été aussi importante depuis 1929. Et pourtant, les gens démissionnent. À votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie a perdu son sens, que le management a perdu son sens et que les gens sont totalement épuisés psychiquement. C'est-à-dire que toutes leurs ressources adaptatives, elles ont été essorées en fait, pendant 2 ans. Donc il y a un gros sujet psychiatrique. Mais dites-moi, chère Virginie, est-ce que vous constatez ça aussi auprès de vos administrés? En tant qu'élu, j'imagine que vous rencontrez des administrés, est-ce qu'ils vous disent ce genre de choses? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des rapports au sein de l'Union européenne justement sur ces problèmes psychiques qu'ont rencontrés les gens suite à la crise sanitaire? Pour la première question, avec tristesse, oui, j'en rencontre beaucoup. J'ai beaucoup de messages en ce sens, beaucoup de messages aussi liés à des effets secondaires liés au vaccin. De plus en plus, c'est troublant, c'est révoltant surtout, parce que moi je l'avais dénoncé en 2020, le problème des effets secondaires. Mais effectivement, beaucoup d'administrés, beaucoup aussi encore d'aides-soignants suspendus, qui vivent très mal cette suspension, qui sont maintenant dans des situations économiques gravissimes, puisqu'ils n'existent toujours pas, puisqu'ils sont toujours suspendus, ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas de statut social. Ils n'ont pas de statut, sont toujours exclus de la société sans aucune raison. Et je trouve que c'est scandaleux qu'on continue à les ostraciser et même à vouloir les tuer, parce qu'en fait c'est ça, puisqu'ils n'arrivent même pas à se faire licencier, puisqu'ils sont suspendus. Donc beaucoup de témoignages en ce sens. C'est un vrai sujet. Et effectivement, c'est un sujet qui est dans cette commission Covid, puisqu'il y a 4 piliers normalement qui vont être débattus au sein de cette commission Covid. Et donc ça fait partie du pilier, ça s'appelle conséquences sociétales et économiques, avec effectivement en item l'aspect psychologique qui a été fait et le bilan et aussi les perspectives par rapport à ces nouvelles pandémies. Donc effectivement, c'est un sujet qui est sur la table et moi, en tant que titulaire de cette commission, j'ai demandé à ce qu'il y ait une ouverture à des experts comme Marie-Estelle qui apporte une nouvelle ouverture d'esprit, puisque comme je l'ai dit, la problématique de cette commission, c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne de vue. Et donc, c'est laquelle? C'est celle d'un bilan positif des mesures mises en place par les États membres. Donc, il n'y a pas de remise en question sur toutes les mesures coercitives qui ont été mises en place, parce que moi, je considère que le port du masque des enfants est une mesure coercitive. Et donc, du coup, il n'y a pas de diversité d'expertise. Donc, moi, j'ai proposé Marie-Estelle Dupont comme experte. En plus, malheureusement, dans ces auditions, il y a beaucoup d'étrangers, il y a très peu de Français qui sont... et pourtant, ça fait partie d'un des États membres les plus importants et aussi un État membre qui a subi beaucoup de pertes durant cette crise Covid. Donc j'aimerais effectivement mettre en avant Marie-Estelle, comme aussi d'autres experts. Mais le problème, c'est que malheureusement, c'est toujours validé par la même personne. Donc là, ce soir... Qui valide? C'est la présidente de la commission, mais il faut faire Madame du lobbying. von der Leyen, c'est ça? Non, là, c'en est une autre. Ah, Van der Kamp, c'est à peu près pareil. Ah bon, c'est les mêmes noms, quoi, en fait. C'est presque les mêmes noms, non. Voilà, il faut faire du lobbying, c'est ça. Mais c'est vous ce qui est avez parlé malheureux. de 4 piliers. Quels sont les 4 piliers? Alors, il y en a un, c'est la santé. Oui. La santé, donc la réponse de l'Union et de ses institutions et de ses agences à la pandémie, en s'appuyant sur différentes mesures. Donc, ça fait partie... En fait, il faut savoir que cette commission, donc, elle émet des avis. Après, la Commission reprend ses avis et les développe notamment avec un agenda plus précis où elle demande aux États membres de mettre en place un calendrier vaccinal, notamment sur les enfants. C'est ce qu'elle avait prévu au mois d'avril, donc elle revient à la charge. Après, vous avez le pilier, qui est je garde pour la fin le dernier, vous allez voir, c'est génial. Une approche coordonnée en matière de démocratie et de droits fondamentaux, le fameux pass sanitaire,
hein, liberté de circulation qui est normalement un pilier Je vois qu'il y a marqué fondamental. démocratie. Hein. Oui, Voilà. oui. Oui, mais ça fait toujours bien. Voilà. C'est toujours bien. Démocratie et pass sanitaire, ça va visiblement pas ensemble. Hein. Et en gras, hein, Voilà. pour le coup. Donc effectivement, remise en Ça question. s'appelle la fabrique du consentement. Hein. C'est-à-dire qu'on C'est va ça. vous faire croire que vous avez consenti à vous départir de libertés fondamentales au nom d'un bien supérieur. On ne vous impose pas de ne pas circuler. C'est vous ne circulez pas parce qu'évidemment vous trouvez le confinement normal. C'est ça. Ou vous ne circulez pas puisque vous avez décidé d'être un danger public en n'étant pas injecté. Donc vous jouez le jeu, vous êtes solidaire. On vous arrache le consentement en fait. C'est 1984, hein, c'est plus une fiction. Bien Là, sûr. on est dans la réalité. Bien sûr. Et puis là, on va passer à l'ordre mondial, hein, puisqu'on n'est plus dans la fiction, puisque quatrième, il le garde pour la fin, c'est l'Union européenne et le monde. D'accord. Voilà. Et donc, C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi. Hein. Donc le rôle de l'Union en matière de gestion et de coordination entre les États membres en ce qui concerne les aspects internationaux de la pandémie, y compris dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres initiatives multilatérales telles que le cas COVAX. Donc on est dans cette dynamique, et Madame von der Leyen maintenant l'expose publiquement, hein, il y a une gouvernance mondiale à mettre en place. Et la vaccination va permettre de rentrer dans ce nouveau monde. C'est-à-dire qu'à la suite de cette commission, on va dire qu'il y a des conclusions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va en faire des lois nationales? Non, on va en faire une résolution. Pour le coup, on ne sait pas si ça va être sous forme de directive ou de règlement. Il faut savoir que le règlement s'impose directement aux États membres et la directive s'impose indirectement. C'est-à-dire qu'on sera quand même impacté à la suite de cette De toute commission. façon, on est déjà impacté, hein, puisque la D'accord. communication impose aux États membres de suivre une stratégie. Effectivement, la France souhaitait la mettre en place avec le pass sanitaire qui a failli être voté, enfin qui a été voté, mais heureusement, les députés de l'Assemblée nationale ont mis un frein à cette mise en place de la reconduction du pass sanitaire. Donc ça, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire que la Commission, pour reprendre cet exemple, avait proposé d'étendre le pass sanitaire jusqu'en 2023, donc le cadre européen, ce que nous avons voté ici au Parlement européen, et chaque État membre était libre ou pas de remettre en place cette mesure au niveau national. C'est ce que Macron a essayé de faire tout de suite quand il a été élu. Heureusement, la loi a été modifiée, donc on n'a pas tout de suite remis en place ce pass sanitaire, mais c'est encore présent. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Commission de Bruxelles, la semaine dernière, a remis une pièce dans le jukebox en disant « Attention, si pandémie il y a, n'oubliez pas de remettre en place le pass sanitaire ». C'est ce fameux article 2 de la loi française où, Exactement. visiblement, le Premier ministre pourra imposer le pass sanitaire s'il le souhaite. Exactement. Donc ça, c'est un exemple typique de la commission qui comme vous l'avez dit, est-ce que c'est par quel mécanisme on impose? Mais il suffit d'une petite communication, un État membre bien soumis à cette communication, et après on l'impose par voie nationale. Et les députés européens, ils sont en général bien soumis ou ils sont un peu rebelles? Comment ils sont? À part vous, bien sûr, parce que vous êtes vraiment une rebelle, pour le coup, oui. de ce Parlement. Alors, vous voyez un petit peu les positions de vote du pass sanitaire. Hein. Vous l'avez tous vu. Il est passé haut la main, ce pass sanitaire, ce qui veut dire que la majorité des députés européens ont voté pour la reconduction. Comme Madame Aubry, d'ailleurs. Elle s'est trompée. Oui, elle s'est trompée, évidemment. Évidemment. C'est ballot. C'est ballot. Pas de chance, hein. C'est ballot. En plus, on l'a vu. Et puis, elle n'est pas la seule à s'être trompée de la France insoumise. Depuis, je regrette aussi qu'ils... Pourquoi? Est-ce que les boutons, peut-être, ils sont... Ils changent, non, ils ne changent pas. C'est sont tout toujours les mêmes. simple. Et marqué C'est oui. vert, noir D'accord. et rouge. Donc, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, en plus, on a une liste de vote sur la table. Il faut juste suivre la liste de vote. Bon, je ne veux pas encore l'accabler. Mais on voit bien qu'effectivement, au sein de l'Union européenne, la majorité des députés sont soumis à cette communication de la Commission de Bruxelles. Oui, mais, Alors, ça parle, en fait, ça parle de leur anthropologie et de leur formation. C'est-à-dire Oui. que je pense que beaucoup ont voté pour le pass. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils se disaient vraiment, ça va éviter le reconfinement. Ils se disaient vraiment, c'est une bonne idée. On est obligé de contrôler les populations en période de crise. Donc, ils ont un mindset qui est en fait un mindset quand même de crédit social, mais parfois avec de très bonnes intentions. Au nom du bien, on va faire ça, ce qui prouve que leur anthropologie, leur raisonnement sur l'être humain, leur formation à ce qu'est l'homme, ouais. qui est quand même défini par son libre arbitre et sa conscience, ça n'existe pas. Au nom du pragmatisme ambiant de notre ère postmoderne, parce que c'est pratique, on ne pense pas les dérives et les risques. Mais quand vous parlez avec des gens aujourd'hui très représentatifs de leur ère, ils vous disent finalement, si on pouvait mettre
un pass sécuritaire à l'entrée des boîtes de nuit, être sûr que les filles ne soient pas violées, ou si on pouvait même pucer les enfants pour savoir où ils sont, s'ils sont séquestrés, ça aurait des avantages. Et là, on voit bien qu'on est dans la dérive de la technologie. C'est-à-dire parce que la technologie permet quelque chose une fois de bien, on oublie l'éthique et on oublie toutes les fois où ça va être récupéré avec des intentions beaucoup moins belles et utilisé de manière destructrice. Boîte de Pandore, en fait. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a aujourd'hui atteint un niveau de décalage entre les avancées technologiques et le raisonnement éthique. Et on le voit en bioéthique, par exemple. On va vous dire, mais si on peut créer des organes artificiels, c'est bien pour sauver les gens qui ont besoin d'une greffe. Mais si je vous dis non, je suis une horrible psychopathe qui n'a aucune empathie. Et donc, il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire c'est celui qui s'interroge qui devient celui qui n'a pas d'empathie. Et non pas celui qui utilise l'instrument déshumanisant, y compris pour des intentions évidemment négatives. Mais justement, vous vous interrogez souvent, et en plus dans des médias de grand public. Est-ce que justement vous avez des réponses négatives à vos interrogations? Alors, c'est difficile de me démontrer que le constat que je fais n'est pas vrai, puisque maintenant le constat psychiatrique, il est criant. Il est malheureusement criant de vérité. Je veux dire, on a tous autour de nous des jeunes dans un état lamentable, des gens qui vont pas bien et que les services de psychiatrie sont débordés, puisque déjà l'hôpital n'allait pas bien, mais alors la psychiatrie était carrément le parent pauvre de la médecine. Et puis la violence augmente. On voit bien que depuis les confinements, les jeunes sont devenus vraiment des lions en cage. Donc j'ai pas d'opposition à ce constat. Mais par contre, quand je dis, maintenant qu'on a fait le constat depuis 2 ans, il y a peut-être des questions en amont qu'il faut se poser sur notre modèle de société, notre anthropologie, quelle vision on a de la société. Parce que quand on met ça à côté des programmes de l'éducation nationale, à côté du lobbying LGBTQ+, etc., on va vers de plus en plus de déconstruction de l'être humain. Donc on va avoir un problème. Et là, les gens disent « Ah ben non, t'es réactionnaire ». Là, ça devient plus difficile pour les gens d'avoir ce qu'on appelle la big picture et de voir en fait vers quoi tout cela converge. Mais pourquoi les gens ne se posent pas de questions? Je vais prendre l'exemple de Virginie Joron, qui est le seul député qui travaille sur l'identité numérique et qui est membre de cette commission Covid. Pourquoi les gens ne veulent plus se poser de questions aujourd'hui? Est-ce que voilà, y a une confiance absolue en l'État, dans les médias? Est-ce qu'il y a la fin du libre arbitre, la fin de la pensée, tout simplement? Il y a beaucoup d'éléments. Chez les gens qui ne se posent pas de questions, d'abord, penser, c'est fatigant. Hein. Donc, il y a de gros bénéfices secondaires à avoir un État nounou. Hein. Big Mother, c'est quand même pratique. Hein. Si l'État décide ce que je fais pour la santé de mon gamin, où je pars, quand est-ce que je pars en vacances, etc., je suis reposée de moi-même. Et l'être humain, bien sûr, la tâche la plus fatigante qu'il a, c'est d'exercer sa liberté, parce que la liberté, c'est pas toujours un cadeau. Ensuite, il y a le fait que quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 3 générations, on est dans une société en Occident de consommation de masse. On a troqué les valeurs pour des programmes. On a tout désacralisé. Le lien affectif a été troqué pour de l'hypercommunication, les réseaux, etc. Donc il y a aussi tout un marketing très infantilisant, très régressif. Hein, quand vous voyez les publicités, on a toujours l'impression qu'on parle à des Mongols. Je sais pas, ça vous choque pas, vous? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ils mettent des fautes d'orthographe, donc on a, voilà. Ensuite, sur le plan de l'éducation nationale, quand vous ouvrez un manuel d'histoire ou un manuel de philosophie, il n'y a plus du tout cette mission qu'avait avant l'école républicaine d'apprendre à l'enfant à discerner. Donc si l'enfant ne peut pas construire thèse, antithèse, synthèse, il va avaler tout rond une doxa. Il n'y a plus cet esprit critique. C'est ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le marketing, il y a le fait qu'on a tout désacralisé, que tout se vaut, qu'il y a un relativisme moral total. Il y a l'éducation nationale avec les choix de déconstruction qui ont été faits depuis 40 ans, ce qu'il y a dans les manuels d'histoire. Il y a la bien-pensance, hein, il y a quand même tout le mouvement du wokisme, où maintenant, être un bon parent, ce serait laisser le choix à son enfant de son sexe. Alors ça, c'est être un parent qui rend son enfant psychotique, puisqu'en fait, il lui fait croire que le réel n'existe pas. Mais la biologie, c'est quand même la loi sur laquelle on butera toujours. On peut changer les règles autour, mais la biologie, on peut pas. Voilà, on peut se raconter tout ce qu'on veut, on n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, il y a un vrai vertige en Occident qui peut nous conduire à la mort, en fait. Hein. C'est qu'on veut être tout puissant, mais l'être humain n'est pas tout puissant. Et parce qu'il veut être tout puissant, il fait des dégâts extrêmement destructeurs. Chère Virginie, quand vous entendez ça, vous entendez voilà, que les gens auraient été
j'imagine, préfèrent peut-être même la sécurité à la fameuse liberté. Est-ce que vous ne vous dites pas, en fin de compte, mon combat, non, il est peut-être pour rien, en fait, hein. Non, parce que notre travail prouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus entendu. Moi, comme je vous l'ai dit, je reçois beaucoup de témoignages et c'est assez, comment dire, valorisant et aussi motivant de voir que non, pas du tout. Je crois on a ouvert des yeux à des niveaux différents et ils sont là. Et je pense que ce qui est difficile, alors effectivement, c'est de dire non, d'être contre un système qui est un rouleau compresseur. On le voit bien. J'ai une pensée pour le professeur Perron qui bientôt va devoir encore répondre de sa pensée. Je pense à toutes ces personnalités qui pendant 2 ans ont essayé d'apporter un regard différent. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui a ouvert les yeux. Et mon travail ici, c'est de continuer à leur apporter et d'expliquer ce qu'il se passe, parce qu'il y a une attente aussi de ces personnes. Alors, c'est pour cela que Macron, à un moment donné, a été très dur envers ces personnes qui voulaient emmerder les non-vaccinés. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont ouvert les yeux, qui ne veulent pas rentrer dans ce système, qui sont très éveillés, parce que quand je reçois leurs emails, c'est toujours très sourcé, c'est toujours cohérent. Et je pense qu'il faut continuer. Ce n'est pas un combat perdu du tout. Je crois qu'au contraire, on est sur une bonne voie. C'est pas du complotisme aussi. Alors moi, ce mot, c'est vrai que je l'entends. Mais pour l'instant... C'est le nouveau point de Godwin, en fait. C'est juste pour nous dénigrer, encore une fois. Oui, c'est pour dénigrer notre travail, dénigrer notre sérieux, puisqu'on est tous sérieux dans notre travail, voilà, chacun son métier, j'ai envie de dire. Et je crois que c'est un mot valise pour dénigrer notre travail, mais encore une fois, tout prouve jusqu'à aujourd'hui que nous avions raison. Moi, je n'invente rien. Quand le 4e pilier, c'est Dieu et le monde, c'est l'ordre mondial, c'est pas moi qui le dis. Je veux bien à un moment donné. Tout est écrit, vous avez tous les documents là. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Ça, c'est le projet des pères de l'Europe. On parlait de Kalergi. Kalergi, c'est celui qui a voulu créer des États-Unis d'Europe avec tout un tas d'ingrédients. D'ailleurs assez choquant, parce que assez raciste, assez empreint de racisme, où disait que en mixant complètement les peuples et en abolissant complètement les frontières, on ferait une sorte de peuple mondial indifférencié, sans identité, sans culture, sans histoire, sans territoire, et donc on irait vers un gouvernement mondial. Voilà. Mais Kalergi, il n'est dans aucun livre d'histoire. Cherchez pas, vous avez une page sur le confinement, vous n'avez rien sur les pères de l'Union européenne. Donc il y a quand même un mindset. L'Union européenne, c'est très joli, tout le monde a envie. Pourquoi il n'y aurait pas une Union européenne? C'est génial. Mais il faut voir aussi l'idéologie qu'il y a derrière. Et il y a quelque chose, si je peux me permettre, pour continuer ce que vous disiez sur le fait que les gens n'ont pas envie de penser. Pourquoi je dis qu'on est des grands ados depuis les boomers? Un ado, c'est l'étape avant être un adulte. Et en fait, ce qui permet à l'enfant et à l'ado de devenir un adulte, c'est la figure parentale, la figure identificatoire. Dans notre société moderne occidentale, il y a une figure qui a complètement disparu, c'est laquelle? Celle du père, j'imagine. C'est la figure du père. Pourquoi? Parce qu'en fait, le père, c'est celui qui fait la loi à la maison. Donc déjà, c'est un rempart par rapport au monde extérieur. Il y a la loi du monde, évidemment. C'est-à-dire, si je n'ai pas écouté mon père et que je deviens délinquant, la loi va faire le travail que mon père n'a pas su faire et je vais aller en prison. Mais il y a déjà l'étape de la loi paternelle. Et on est tombé dans un piège. On a tellement voulu se raconter que la femme, elle pouvait tout faire, qu'elle n'avait pas besoin de l'homme, que finalement, l'homme, éventuellement, s'il pouvait payer la pension, c'était bien, mais on n'avait pas besoin d'avoir son opinion. Que la femme, aujourd'hui, d'abord, elle est victime, je pense, de cette dérive de toute puissance, parce qu'on se retrouve avec une charge mentale beaucoup trop grande. On ne peut pas tout faire. Oui. Et ensuite, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, et l'enfant, il a 2 jambes, il a besoin d'avoir une figure masculine et une figure féminine pour se construire en tant qu'être humain, parce que tout être humain a à l'intérieur de lui du féminin et du masculin. Je ne dis pas qu'il est bisexuel ou transgenre, je dis qu'il a des deux dans son codage génétique. Tout en sachant qu'aujourd'hui, le père se féminise aussi. Et aujourd'hui, on a détruit la figure du père. Donc, comme il n'y a plus de modèle identificatoire, on reste au stade de l'ado. De l'ado en trottinette à 50 ans, en basket, qui s'habille comme son fils. Et il n'y a plus cette différence des générations qui est extrêmement structurante. Où à un moment donné, les adultes élèvent les enfants qui, devenus des adultes, viennent en aide aux personnes âgées vulnérables. On a cassé ce cycle. Ce que vous voulez dire aussi, c'est que les parents sont un peu les copains des enfants.
et pas les parents. Tout à fait. Mais pourquoi? Parce qu'on est tombé dans le péché de narcissisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents veulent que leurs enfants les aiment. Mais en fait, une fois qu'on a des enfants, bon, nous, on les aime, mais ils ne sont pas obligés de nous aimer, ils nous doivent le respect, mais on ne prend pas des mesures démagogiques à la maison. On prend des mesures qui sont structurantes pour leur santé mentale. Et comme les parents ont parfois peur de ne pas être aimés, ça les pousse à mal poser les interdits, en fait. Mais poser une limite à un être humain, c'est un acte d'amour. Lui dire, tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tes actes ont des conséquences, c'est un acte d'amour. Vous avez raison, et d'ailleurs, je vais rebondir dessus. J'espère que ma fille va écouter l'émission. Regardez l'émission. Et je vais rebondir là-dessus. Il n'y a pas que les parents qui posent l'interdit, qui ne posent plus d'interdit, pardon. Il y a aussi aujourd'hui la société. Et la société macroniste, elle était on peut dire qu'elle est vraiment là-dessus. Championne du monde. Hein. Je crois que quand on voit les mesures coercitives qu'ils avaient mises en place, si on a le temps lors du confinement, où il fallait une attestation pour sortir le chien, je crois qu'on a été champion olympique. Ça, c'est pas de l'interdit, ça. Ça, c'est de l'humiliation. Ah oui, en plus, oui. C'est de l'humiliation. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus l'individu dans son intégrité. On lui fait faire des choses rabaissantes. C'est vrai. C'est de la domination. C'est pas, encore plus pervers. C'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. C'est ça, et c'est encore beaucoup plus pervers que l'interdiction, puisqu'on se soumet... Et nous, on distingue en psychologie les règles éducatives qui sont des règles de protection. Je t'interdis de mettre les doigts dans la prise pour un bébé, je t'interdis, etc. Les interdits qui sont structurants et les règles de domination. Un interdit qui est structurant, c'est tu ne regardes pas d'écran après 20 heures. Une règle de domination, ce serait une incohérence. C'est-à-dire, non, là, les écrans sont interdits, et puis le jour où je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me balader dans mon coin, allez, tu peux regarder un film parce que j'ai pas envie de m'occuper de toi. Là, on est dans la domination parce qu'on est dans l'incohérence et on pose un interdit à l'enfant qui est un interdit falsifié pour ne pas se frustrer nous-mêmes. Alors que l'interdit qui est structurant, c'est un interdit qui sera toujours cohérent dans le temps. Si tu prends ton bain avant de dîner, tu prends toujours ton bain avant de dîner, vous voyez. Et là, l'enfant s'y retrouve, il a des repères. Dans la domination, on change les repères. Classe fermée du jour au lendemain. D'accord, oui, test, puis finalement pas test. C'est ça. Puis masque, autorisation d'aller dans des festivals, mais pas le droit d'être plus que 6 à table. Hop, Ça. et alors là, la personne, elle est confuse. Est-ce que ça signifie... C'est de la domination, c'est pas de l'autorité. Est-ce que ça signifie que les gens qui nous gouvernent sont, pour aller dans la psychologie, des pervers narcissiques ? En tout cas, on est dans le registre du narcissisme et pas dans le registre du surmoi, de l'interdit structurant qui aide la société à faire cohésion. On est plutôt dans la coercition qui divise la société. Parce que quand vous transformez les pompiers en parias, en fait, vous montez des groupes de population. L'effet pervers, c'est que vous montez des groupes de population les uns contre les autres. Alors qu'un chef d'État qui est dans l'interdit structurant, il impose une règle qui fédère. Et là, les règles ont été plutôt dans le sens de diviser la société. C'est-à-dire que le restaurateur se retrouvait flic, l'enseignant n'enseignait plus, il disait de remonter le masque. Enfin, en fait, ce qui était très dangereux pour le psychisme, c'était que les places étaient mélangées. C'était plus les parents qui décidaient pour les enfants, toutes les places étaient confuses. Et ça, c'est très dangereux. C'est... un des risques quand on est plutôt dans une problématique narcissique que dans une problématique surmoïque et névrotique. Et ça a été validé par McKinsey. Bien sûr. Puisque c'était eux qui avaient piloté toute cette stratégie. Et le problème, c'est que McKinsey travaille aussi auprès de la Commission. Vous les voyez souvent, McKinsey ? On les voit pas. Parce qu'ici, c'est l'antre du lobbying aussi. Alors, c'est plutôt Bruxelles, mais bon, effectivement, lors des ouvertures de plénière, vous en voyez quelques-uns. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des registres de transparence au sein de la Commission et tout le monde peut aller visiter ce site. Vous allez voir ce répertoire où sont inscrits tous ces cabinets de conseil privés. Et effectivement, McKinsey est régulièrement cité. Là, je les ai interrogés. J'ai interrogé la Commission parce qu'elle n'a pas communiqué depuis plus d'un an, parce que normalement, régulièrement, elle doit communiquer sur l'état des lieux des cabinets qui sont rentrés auprès de la Commission. Et là, ça fait à peu près plus de 6 mois qu'elle n'a pas réactualisé ce répertoire, alors qu'on sait tous... Pourquoi, d'après vous ? Je ne vais pas faire ma complotiste, je ne sais pas, je vais dire simplement. Mais en tout cas, j'ai posé cette question parce qu'on a vu qu'ils avaient décroché un très gros contrat, McKinsey, pour gérer la logistique au niveau des données de santé au niveau européen liées au Covid. Donc on s'est dit 2,3 milliards, on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plus. exactement ?
de gérer la logistique? C'est C'est quoi? un C'est-à-dire power- qu'ils vont avoir... C'est un PowerPoint de 30 pages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... C'est une anecdote. C'est Non. juste qu'ils vont montrer un PowerPoint, voilà, ils vont Voilà. faire une petite réunion de cabinet, puis merci. Oui, sans doute, Et ils vont oui. prendre 2,5 millions d'euros? Sans doute, oui. Oui, puisque j'ai vu le cahier des charges, c'est très très creux. Mais effectivement, on voit que c'est toujours beaucoup de milliards d'euros. Et comme on l'a vu en France, ça va être effectivement un PowerPoint, allez, peut-être pas de 20 pages, mais 30, et avec la moitié des images. Je crois que j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Et c'est en général ce type de résultat que nous avons. Mais alors, si je comprends bien, il y a un effet pervers sur la démocratie, puisque, et peut-être qu'il faut l'expliquer aux gens, ça, c'est que normalement, bon, on a bien vu pendant la crise que le Parlement était une chambre d'enregistrement des décisions de Macron. Mais normalement, ce sont les députés qui rédigent les textes de loi, qui les modifient, qui en discutent. Si le gouvernement peut systématiquement court-circuiter en disant « Non, mais nous, on est en période de crise, donc on est conseillé par des experts qui nous disent de faire ça », finalement, il paralyse le travail des parlementaires. Et ça, je pense qu'il faut l'expliquer aux gens parce qu'ils ne comprennent pas comment la démocratie est court-circuitée concrètement. Alors, effectivement, ça, c'est au niveau national, mais c'est un peu différent au niveau européen, puisque c'est la Commission qui nous soumet les textes et c'est nous, parlementaires, qui amendons les textes. Mais on a un tout petit pouvoir législatif. Et vous avez raison. Pendant la crise Covid, d'ailleurs, l'exemple type de la reconduction du pass sanitaire jusqu'en 2023, qui aurait dû être de manière exceptionnelle durer qu'une seule année, il n'y a pas eu de débat pendant les commissions. Nous, ici, en plénière, il n'y a pas de débat. Nous votons juste les textes. En amont, il y a un travail au sein des différentes commissions où il y a normalement débat et opposition, ou en tout cas, on peut amender les textes, ce qui n'a pas été le cas pour le pass sanitaire. Vous pouvez amender tous les textes. Est-ce que vos amendements sont repris ou rejetés? Comment ça se passe? Globalement, tous nos amendements sont rejetés. Bon, parce que nous avons aussi... à cause de l'étiquette ou parce que vous êtes député Ça dépend aussi du rapporteur. Moi, j'avoue que dans ma commission marché intérieur, la plupart de mes amendements commencent à être repris. Je donne un exemple pour les GAFAM. Nous avons fait le DMA-DSA. DMA, c'est le Digital Market Act, donc un dossier très important où on va essayer un petit peu de réguler les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et dans ce gros texte, j'ai réussi à défendre la protection des lanceurs d'alerte. Mais c'est exceptionnel. C'est un paragraphe sur 1000 pages. Et il faut vraiment travailler en amont sur le dossier. Cet amendement est repris. Cet amendement est repris dans le texte. Et après, nous votons en commission une première lecture. Et au final, en plénière, une seconde lecture. Bon, là, c'est pour ce texte qui a suivi une procédure à peu près normale. Par contre, les achats de vaccins, les achats du remdesivir par la Commission, ils sont en roue libre. On vote rien. On l'apprend cet été, on est sur la plage, on voit bien que d'un coup, la Commission, elle repasse commande du remdesivir, alors que c'est un scandale. Moi, j'ai posé une question écrite sur le pourquoi du comment, quand on a vu que même l'OMC avait dit que c'était pas, qu'il n'y avait pas de gain avec ce remdesivir. Et là, cet été, elle rachète un stock de remdesivir. Donc, on se rend compte qu'il y a un succédané de démocratie pour, on va dire, le lambda, le citoyen lambda, où il y a un hémicycle, où on a des pupitres, on a un boîtier pour voter. Mais en amont, la Commission, elle fait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens à cet exemple de la négociation des achats de vaccins entre Van der Leyen et Bourla, où aujourd'hui encore, la Commission nous répond « Oui, effectivement, ça peut rentrer dans les actes administratifs, mais on vous le donnera pas. » Mais lorsque vous serez dans la commission spéciale Covid, est-ce que vous aurez voix au chapitre sur des articles? Nous, ce qu'on va faire, puisqu'on a très bien compris que cette commission Covid, c'était que de la communication, que dans un seul sens, avec mes autres collègues députés, puisque je ne suis pas seule. Il y a le député Christine Andersen qui est allemande, Rob Roos qui est hollandais du groupe ECR, Ivan Sinčić qui est un non-inscrit, Christian Terès, le roumain aussi que tout le monde connaît, qui est aussi un non-inscrit. On va, je pense, rédiger une résolution alternative, où là, nous ferons nos propres propositions. Alors là aussi, malheureusement, il y aura une communication, mais c'est pour démontrer que, notamment à cette commission, qu'ils n'écoutent pas les autres députés et surtout qu'ils ont une autre opinion. Mais cette rédaction alternative, est-ce qu'elle aura à terme force de loi, par exemple, ou pas? Sans doute pas. Non. C'est juste pour l'opinion publique, en fait. Exactement. Et pour qu'ils puissent derrière, parce que le but, nous, voilà, c'est de démontrer... Parce qu'ils ont un pouvoir, c'est le pouvoir électoral.
ils ne sont pas démunis, puisque nous, parlementaires, on a été élus à un moment donné. Et puis après, il y a la pétition. Je vois que de plus en plus de gens demandent des pétitions qui sont, qui sont vues dans les commissions. Donc, et les avis publics, puisque même si elle n'a pas été entendue par la commission, ça permet un petit peu de montrer aux citoyens que, vous avez une diversité d'opinions, parce que le problème, c'est que quand on voit qu'il n'y a qu'un seul courant, beaucoup de gens baissent les bras. Et ça aussi, c'est important de leur dire non, vous n'êtes pas seuls, il y a une diversité, il y a une opposition, et on vous entend. Alors c'est sûr que les pouvoirs, il est réduit, il faut être honnête, mais au moins ça permet déjà de se dire qu'on n'est pas seul à penser de cette façon. Et des fois, ça remonte le moral. Moi, je le vois. C'est des petites choses, mais quand même, ça a son importance. Et voilà, de manière psychologique, quand on se sent isolé, moi, j'en ai vu beaucoup. Je reçois beaucoup de lettres. Impuissant. Isolé, impuissant. Quand on se dit, là-haut, quand même, ça bouge un peu, ça redonne espoir. Bien sûr, parce que souvent dans les familles, on peut dire que les gens sont très isolés. Ils sont isolés de leurs parents, de leur famille, de leurs proches. Ils se sentent tout seuls dans ce combat. Oui, bien sûr, mais ça a divisé, ça a divisé la société à tous les niveaux. Le confinement, il a cassé les liens sociaux, et puis après, le pass sanitaire, il a cassé les liens familiaux. Les injections sur les adolescents ont cassé les liens conjugaux dans beaucoup de cas. Après, je crois que... Enfin, moi, je constate vraiment que les personnes qui ne sont pas d'accord avec la pensée mainstream, je leur dis toujours, vous n'êtes pas seuls, vous êtes extrêmement nombreux à penser que vous êtes seuls. C'est ça. Mais quand on brise les liens, et puis qu'on ostracise, et puis qu'on culpabilise, et qu'on a des méthodes de communication quand même qui sont tous du soft power, moi je trouve qu'on n'est plus dans le soft power, là on est vraiment dans une guerre de la pensée qui est totale, avec une désinformation qui est très importante. On ne nomme jamais les conflits d'intérêts, il y a quand même beaucoup de choses qui restent opaques. Et encore une fois, les gens, ils ont une vie, donc ils n'ont pas que ça à faire d'aller se réinformer toute la journée. Je veux dire, quand vous êtes maman et que vous travaillez loin de chez vous, vous ne pouvez pas aller vérifier toutes les informations que vous entendez. Et comment ça se fait que psychologiquement... Donc non, les gens ne sont pas seuls. Par contre, le fait de penser qu'on est seul et qu'on est impuissant déprime. Donc déjà, mener un combat à une échelle ne serait-ce que familiale, ça permet de se remettre en marche, et au niveau cérébral, on est moins déprimé quand on est actif. Et comment ça se fait que psychologiquement, un vaccin, un pass, puisse diviser comme ça une famille? Parce qu'encore une fois, il faut le lire à la lumière de la scène traumatique initiale qui est le confinement. En fait, tout commence par le confinement. Oui, l'argument massu, c'est « Ah bon, mais alors toi, tu crois qu'il faut qu'on soit... Toi, tu voudrais qu'on soit reconfiné. » Et là, je vous dis, l'amygdale, elle est sidérée, la personne n'est plus accessible au raisonnement. Vous avez beau lui dire « Mais attends, le pass, à partir du moment où les injections n'empêchent ni la contamination, ni la transmission, et où tu mélanges des testés négatifs avec des gens injectés, mais potentiellement porteurs du virus, ça ne sert scientifiquement à rien. C'est absurde. La personne... Oui, mais si on n'obéit pas, ils vont nous reconfiner. Donc on est dans la logique du traumatisme. On est sur des populations traumatisées, dépossédées de leur corps. En plus, on est dans une espèce de panoptique, c'est-à-dire que tout le monde sait tout sur tout le monde. Maintenant, en entreprise, on vous demande votre statut vaccinal. À l'école, ah bon, t'es pas pour le vaccin, alors t'es pour le Covid. Enfin, quand même, il y a eu une campagne sur une radio absolument horrible qui a exploité, à mon sens, le manichéisme des ados. Donc quand vous avez le trauma initial et que la majorité des gens sont dans « Ah non, mais si on n'obéit pas, ça va recommencer », vous voyez bien que vous êtes dans la logique de l'enfant maltraité, avec un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire si on n'obéit pas à l'adulte qui a autorité sur moi, on va encore être puni. Donc on est dans une logique de société infantile, mais ça date pas du tout de Macron, ça date d'il y a 40 ans. On est dans une logique de société. C'est juste que la crise Covid a accéléré, elle a révélé le fond de la société. Mais on est dans une logique infantile où les gens fonctionnent non plus au raisonnement, ils n'obéissent pas au droit parce qu'il est juste, ils obéissent au droit parce qu'il est justement injuste, donc terrorisant. Et que donc il faut rester du bon côté. Voilà, donc on est dans une logique de peur. Et la peur, elle divise le corps social parce que du coup, vous faites croire aux enfants que l'autre est un danger, etc., etc. C'est dans ce sens-là que ça divise. Et juste pour compléter, parce que cette logique
est ciblée encore une fois par la Commission, puisqu'elle dit bien dans son préambule qu'il y a un problème avec les non-vaccinés qu'il va falloir inciter à se faire vacciner. Donc il les cible précisément en donnant tous les pourcentages. Et l'objectif de cette communication, c'est d'appuyer sur la culpabilité de ces personnes non vaccinées qui continuent à propager le virus. Et ça, c'est inscrit dans cette nouvelle communication, ce qui est effrayant. Il y a quelque chose qui est à la base de la psychologie de la santé publique. Et encore une fois, ça ne date pas du gouvernement français actuel. C'est quand on apprend comment communiquer en santé publique, les psychologues qui y participent, il y a un élément de base qui est la peur. Si vous ne mettez pas des photos de gens intubés sur les paquets de cigarettes, bah vous n'avez pas fait une campagne de lutte contre le tabac. Donc on est obligé d'utiliser la peur. Et encore une fois, la peur est un outil de communication qu'on n'empêche pas les gens d'arrêter de fumer. Qu'on utilise tous, même dans l'éducation. On dit à l'enfant quel est le danger. Si tu traverses sans me donner la main à 2 ans, la voiture ne te voit pas, tu es trop petit, tu vas te faire écraser. Donc on lui fait peur, mais dans une intention qui est bonne. Et là, on voit bien comment l'acharnement à injecter quelques non-vaccinés, sachant que, encore une fois, les injections n'empêchent pas la transmission, c'est pas pour leur santé, c'est parce qu'en fait, ils sont la preuve qu'eux n'ont pas peur. Eh oui, c'est ça. Mais concernant le Et confinement... donc, s'ils n'ont pas peur, ça veut dire que tout ce qu'on vous raconte, c'est peut-être pas 100% vrai. Et il faut que les gens aient peur, sinon ils ne vont pas suivre les politiques de santé publique. Mais concernant le confinement, chère Virginie Joron, est-ce que ce sont les États qui, en toute indépendance, ont dit tiens, on va confiner, ou est-ce que derrière, il y a l'Europe ? Encore une fois, l'Europe a mis en place ce cadre européen du pass sanitaire il y a donc plus d'1 an. Et c'est à l'intérieur les États membres qui ont décidé, puisqu'en fait c'est écrit. Donc nous, en fait, le cadre européen, c'était juste pour permettre la libre circulation entre les États. La libre circulation, là aussi, on utilise le mot liberté pour nous soumettre à des mesures restrictives, ce qui est dingue. Je pourrais répondre là-dessus. Donc en fait, on instaure un laissez-passer, le sésame, mais en fait, c'était un cadre européen au niveau de tous les États membres pour en fait accepter ce code QR émis par un autre État membre. En revanche, tout ce qui était les mesures sociales ou économiques pour, par exemple, restreindre l'accès au café, restreindre l'accès aux loisirs, restreindre les accès au transport, ça, c'était des mesures nationales. Et le quoi qu'il en coûte, c'était européen. Oui, parce qu'après, les milliards coulent à flot et on le voit bien avec l'Ukraine. Beaucoup de milliards vont maintenant aussi jusqu'en Ukraine. Donc, quoi qu'il en coûte, effectivement, c'était de la communication pour effectivement faire accepter la situation. Donc ça, c'était effectivement au niveau européen, puisqu'on sait que maintenant, derrière, il y a beaucoup de fonds qui ont été mis en place spécialement pour la crise de la Covid. Mais on sait très bien que ce n'est pas de l'argent magique. C'est le nôtre. Voilà, c'est le nôtre. Donc, ce n'est pas de l'argent magique. Donc, à un moment donné, il faut payer les générations futures. Exactement. D'ailleurs, il s'appelle Next Generation, le fonds. Donc, là aussi, il n'y a pas de mystère. Ils l'ont bien choisi, quoi, le nom. Tout est dit. Dans la sémantique, c'est très important. Exactement. Je dirai un mot après, quand vous avez fini. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai terminé. Mais allez-y, Marie-Estelle. Justement, ce qui est très important, je pense, pour les parents qui se demandent comment aider leurs enfants dans ce monde qui marche sur la tête, en fait, c'est de revenir déjà à la sémantique. Et on voit bien que toute la base de la communication, ça a été l'injonction paradoxale. C'est-à-dire, si vous voulez, pour la libre circulation, vous êtes soumis à un pass. Donc, si vous voulez être libre, sacrifiez-vous. Si vous voulez être libre, restreignez-vous. Il va falloir payer il va falloir accepter de faire des sacrifices pour notre liberté. On est tout le temps dans une sémantique d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que pour être libre, tu dois te départir de ta liberté. Pour être pour jouir pleinement de ton corps devient la propriété de l'État. Pour sauver les personnes âgées, on demande un effort aux étudiants, mais en fait, cet effort est un sacrifice. Et en fait, c'est très important de rétablir l'esprit critique chez nos enfants en leur disant, mais retourne les cartes, va voir le dessous des cartes. Essaye que les mots correspondent à quelque chose de réel. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une communication où les mots sont déracinés de leur sens. Encore une fois, le meilleur exemple de ça, c'est de parler d'effort quand il s'agit de sacrifice. Un effort, c'est, écoute, mon chéri, tu as un contrôle de maths demain, donc ton film, tu les regarderas ce week-end. Là, tu fais un effort, tu diffères ton plaisir, tu supportes un peu de frustration pour un plaisir plus grand ensuite d'avoir une bonne note à ton contrôle. Ça, c'est un effort. Un sacrifice, c'est
tu ne vas plus en cours, tu ne poses plus de questions à tes profs, tu restes derrière un ordinateur, tu vois plus tes amis, tu fais plus de sport, tu prends du poids, tu deviens addict aux écrans. Tu sacrifies ta santé parce qu'on te l'a dit, parce que sinon il y a des personnes âgées qui vont mourir. Donc vous voyez, ces glissements sémantiques, ils sont à la base d'une communication qui, selon moi, évidemment, correspond à... Dans un milieu familial, ce serait un parent manipulateur, un parent finalement toxique. Et nous, aujourd'hui, on le voit à l'échelle de la société, on a été toxique. On a dit à nos enfants, si vous n'avez pas le masque, vous allez tuer des personnes âgées. C'est la logique du chantage. Donc on est une société perverse, c'est-à-dire qu'on est une société où les adultes se sont effondrés sur les enfants, se sont appuyés sur les enfants, et où en fait on a renversé le sens des mots en inversant les places et les valeurs. C'est plus les adultes qui ont porté les enfants, c'est les enfants qui ont payé le prix des choix des adultes. Est-ce qu'on va aller jusqu'au sacrifice de vacciner ces enfants ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que moi je suis pas dans les commissions, mais visiblement Madame Joron dit que la vaccination... Pour eux, c'est une des solutions, parce que de toute façon, il n'y a aucune remise en question sur... Une vaccination massive ? Et Alors, de quel âge ? Ça n'a aucun sens sur le plan scientifique, des injections d'enfants, je crois. On a posé ces questions plusieurs fois en commission Covid à des ministres de la Santé qui, même eux, reconnaissent déjà d'emblée, nous disent effectivement le vaccin n'a pas été aussi efficace que cela. Donc déjà, ils le savent. Mais par contre, il n'y a aucune remise en question sur le bénéfice-risque pour la population des enfants. J'ai posé plusieurs fois la question et ça botte en touche. Ils disent tous que de toute façon, le vaccin permet finalement de ne pas, mettre en danger les services publics. Parce que c'est en fait ça. Ce problème, c'est pas... Alors là, on est dans la perversion. C'est-à-dire qu'on a tout déplacé. On a tout déplacé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette personne... On injecte un enfant pour sauver l'hôpital qu'on est en train de détruire depuis 2005. Ils le mettent noir sur blanc. Ils disent... Enfin, pas comme ça. Est-ce que c'est public, ça ? Ça, c'est public. Ils disent qu'en gros, que grâce à la vaccination, en août, si la protection conférée par les vaccins reste élevée contre les conséquences graves, maladies graves, hospitalisation et décès, elle diminue également, car la plupart des personnes ont reçu leur dernière injection il y a plusieurs mois. Donc pour une personne de moins de 60 ans, ça n'a pas de sens, sauf si elle est polypathologique en fait. Exactement. Donc pour un enfant, ça n'a pas de sens d'être injecté. Ça n'a pas de sens, mais dans leur Mais c'est calendrier, tout vaccinal en fait. Oui, c'est tout. C'est surtout un focus sur les non-vaccinés, sur les enfants qui, parce que dans leurs statistiques, ils ne sont pas assez vaccinés. On a déjà vu, là, je n'ai pas le tableau, mais en fait, quand on voit finalement, ça a été un échec jusqu'à présent. À part au Portugal et en Espagne, où le taux de vaccination des enfants est assez élevé, même en Italie. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est lié à une pression de la part des médecins hospitaliers qui font pression sur le gouvernement en disant on va pas survivre. Lesquels hôpitaux sont, en tout cas, sont quand même sous perfusion depuis très longtemps des laboratoires parce qu'ils n'ont pas d'argent. En gros, oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas surcharger les hôpitaux. Donc, pour ne pas surcharger, il faut vacciner. Mais quand vous dites focus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une culpabilisation qu'on va faire sur les parents des enfants pour les obliger à vacciner ? Alors, c'est pas écrit, on ne le sait pas écrit, mais en fait, la culpabilisation... Il n'y a pas besoin, il y a le pass. Si ton gamin ne peut plus faire de sport, tu crois que tu ne vas pas culpabiliser de le priver, alors qu'il fait sport-études, de le priver de sport-études sous prétexte que tu te poses des questions sur est-ce qu'elle ne va pas avoir des règles hémorragiques, etc. Moi, j'en ai eu plein des témoignages cet été. J'ai une dame qui me disait c'est terrible parce que j'ai fait injecter ma fille pour qu'elle puisse continuer à faire de la compétition de ski. De la compétition de ski, en plus, genre la gamine va contaminer un conifère, quoi. Et résultat, maintenant, elle ne peut plus en faire parce qu'elle a des règles très hémorragiques, elle est très malade, elle manque souvent à l'école parce qu'elle perd du sang. Donc on se pose, nous qui n'avons pas le recul, qui ne sommes pas médecins, quand on a des enfants, on se dit peut-être qu'ils vont passer entre les mailles de filet, qu'ils n'auront aucun effet secondaire, mais si ma fille qui va bien, elle a des règles abondantes alors qu'avec le Covid, elle risquait un rhume, et là, si vous dites ça, vous êtes soupçonné d'être complotiste. Mais je veux dire, les parents, quand ils mettent au monde un enfant, sa santé est quand même un sujet important de réflexion. Alors, je vais retourner vers Virginie Joron, mais ça, la question des effets secondaires, j'imagine qu'elle est importante et qu'elle est traitée quand même. Elle n'est pas du tout... Alors là, vous ne trouverez aucun mot sur les effets secondaires. 15 pages, aucun mot. Pourtant, ils existent. Ils existent, et bien sûr qu'ils existent. Le problème, c'est ça aussi, c'est un sujet très tabou. Moi, quand j'ai posé ma première résolution en 2021, j'ai été attaquée pour fake news. Ensuite, on a redéposé avec d'autres députés en 2022
une nouvelle résolution, puisque malheureusement, il y a la pharmacovigilance qui répertorie tous les effets secondaires. Donc, ce sont des statistiques officielles. Donc, moi, je m'appuie que sur des sources sûres. Donc, on a redéposé une résolution avec d'autres députés, toujours les mêmes, où on est un peu le caillou dans la chaussure de cette commission Covid. On a redéposé cette résolution. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. J'ai mes assistants, je les harcèle tous les jours. Je dis, mais elle est où cette résolution? Parce que normalement... Il n'y a aucune nouvelle, quoi. Voilà. Aucune nouvelle, Rien. elle a disparu des écrans. Normalement, elle devrait être sur la commission ITRE, une commission... Envie, pardonnez-moi, qui s'occupe des questions santé. Et elle devrait être débattue parce que je redemande effectivement, puisqu'il y a des effets secondaires, puisqu'il y a des cas de décès et aussi beaucoup... vous connaissez toute cette liste, myocardite, péricardite, AVC, troubles menstruels. Donc, c'est répertorié. On demande la mise en place d'un fonds indemnitaire européen. C'est vrai que moi, ce n'est pas ce que je demande au final, mais comme on est au niveau de cette institution, je demande quelque chose qui relève des compétences de l'institution. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un débat sur ces effets secondaires et qu'on se dise, avant d'imposer une stratégie de tout vaccinal, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de vaccin? Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la semaine dernière, durant cette commission Covid, donc je suis revenue à la charge, toujours avec ce problème d'effets secondaires, parce qu'on ne peut pas mettre en place une stratégie vaccinale, imposer du tout vaccin à tout le monde, sans se poser la question, attention quand même, on a répertorié quelques cas. Alors on va nous dire, oui, c'est 4 décès en Italie qui sont officiellement, où on a bien fait le lien entre le vaccin, mais pardonnez-moi, c'est quand même 4 décès. À un moment donné, il faudrait se poser la question. Normalement, l'EMA devrait s'interroger. Donc, qu'est-ce qu'ils vous répondent lorsque vous posez la question? Alors là, la question, la semaine dernière, c'était effectivement... Il y a des effets graves, donc ça c'est première victoire, parce que jusqu'à présent, c'est très rare qu'on dise qu'il y a des effets graves liés au vaccin. Enfin, je ne sais pas, mais moi en tout cas sur les plateaux, pour l'instant, c'est pas un sujet. L'Europe a confirmé, donc voilà. L'Europe, je dirais pas l'Europe, je dirais que c'est une personne d'une organisation de protection des consommateurs, le BUC, qui a dit effectivement il y a des effets graves et que sa réponse, c'est de dire, c'est ça qui est génial et pas en même temps, c'est de dire qu'il y a des fonds nationaux des États membres qui pourront régler le problème. Mais jamais elle se pose la question, à un moment donné, c'est le laboratoire qui émet ces vaccins. À jamais un moment on leur demande, attention, il y a quand même des effets secondaires, même elle qui dit grave, est-ce qu'on n'interroge pas le laboratoire? Est-ce qu'on ne stoppe pas cette stratégie? Mais en parlant de laboratoire, non, c'est pas grave, c'est les fonds nationaux qui viendront payer les dégâts si besoin. Mais donc, les gens ne demandent pas à être dédommagés quand ils ont perdu un proche? Alors, pas seulement. Pour l'instant, ils préféraient pas l'avoir perdu, peut-être. J'ai quelques témoignages où effectivement, le problème, c'est le lien entre le vaccin et l'effet secondaire, et voire le décès. Oui. Et j'ai eu quelques cas où effectivement, les parents ont fait le lien. Là, j'ai parlé de ce témoignage où à la 3e dose, le vendredi, elle était tellement mal qu'elle avait pris rendez-vous pour la semaine d'après pour voir son médecin parce qu'elle a senti qu'il y avait un problème suite à ce vaccin. Et elle est décédée dans le week-end. Et c'est le parent qui a fait le lien 2-3 jours après, mais le médecin... Eux ne veulent pas faire le lien parce que c'est le médecin qui doit demander une autopsie. Qui doit remonter le fil. Bien sûr. Et les parents sont tellement démunis, ils n'ont pas ce réflexe. Et du coup, ça passe à la trappe. C'est comme les effets secondaires. On n'a pas les réels stats, puisqu'il c'est un peu le parcours. Donc là, vous n'avez rien sur les effets secondaires? En stats, non, là, j'ai rien. J'ai juste la communication, mais je peux vous le... Mais est-ce que ça signe... Et donc, les chiffres des effets secondaires qu'on a, ils sont bien en dessous peut-être. Enfin, on ne sait pas s'ils sont bien en dessous ou un peu en dessous ou très en dessous. Apparemment, sont bien en dessous. La réalité, puisqu'en fait, déjà, il faut faire le lien. Il faut faire le lien. Et ensuite, il faut que ce lien soit remonté. Et il faut que ça soit remonté, c'est sûr. Et il me semble que quand c'était un effet... Après 50 ans, au début, il y avait des règles. Après 50 ans, ils n'étaient pas signalés, je crois, ou entre 1 et 2 semaines. Il y a 2 procédures, je crois qu'il y en a une. Il y avait des procédures. Procédures, ça doit passer par le médecin traitant. Et en général, le médecin traitant, il bloque. Et maintenant, il y a des procédures directes. Mais il faut aller devant son ordinateur et il faut y aller. Parce que je sais que j'en ai quelques-uns qui ont abandonné parce que c'est trop compliqué, parce que ça les éjecte. Et après, je crois qu'il n'y a plus que maintenant un délai de 48 heures pour émettre le problème d'effet secondaire. Donc, et même, j'ai envie de dire, quand on a si peu de chiffres, mais qui démontrent qu'il y a quand même beaucoup de décès,
je crois que c'était 1,8 million d'effets secondaires au global depuis la vaccination. Je veux dire, c'est pas rien. Et dedans, vous avez, sur Eudra Vigilance, vous avez quand même répertorié un nombre de décès liés au vaccin Covid assez conséquent. Et l'EMA, pour ce coup, moi, j'ai posé la question à cette organisation de protection des consommateurs, qui, elle, devrait interroger l'EMA aussi en direct. Elle a dit non. Le bénéfice du vaccin est plus important que le problème des effets secondaires. Mais est-ce que c'est parce sur les personnes âgées, oui, mais pas sur un ado. C'est pas pareil selon la tranche d'âge. Ils mettent tout le monde dans le même panier. C'est ça le problème. Est-ce que c'est parce qu'aussi les lobbies pharmaceutiques sont très présents au sein de Bruxelles? Je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais je ne comprends pas pourquoi, effectivement, l'EMA, qui d'habitude... L'EMA, c'est l'agence du médicament européen. C'est elle qui autorise la mise sur le marché des médicaments, à l'aide d'études, à l'aide de preuves comme quoi il y a un bénéfice pour la population et surtout toute la partie sécuritaire est bien contrôlée et donc elle autorise finalement cette mise sur le marché avec normalement aucun problème pour le citoyen qui va le prendre. Et là, pour cet exemple, je la trouve pas vigilante. Et ça ne s'explique pas. On a posé plusieurs fois la question. C'est vraiment une exception ou c'est... Oui, c'est une exception parce que je crois que de mémoire que sur d'autres des médicaments, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un moindre problème, elle suspend. Est-ce qu'on en saurait plus avec les SMS de Alors, Mme von der Leyen et de M. Bourla? Je ne sais pas si on en saurait plus, puisque je pense que c'était lors des négociations, c'était sans doute ça concernait les prix d'achat. C'était surtout sans doute les prix d'achat et peut-être les clauses de responsabilité. C'est un contrat à combien? Je ne sais pas, en tout cas, c'est 1,8 milliard. Mais on vous a pas donné 1,8 milliard de doses. Ah ben non, on n'a pas, on accès à rien. Ça veut dire qu'il y a 1,8 milliard de doses et on ne vous a pas dit les 1,8 milliard coûte tant. Alors non. Alors, dans le contrat initial, il n'y a absolument rien. On sait qu'il y a 1,8 milliard de doses Pfizer qui ont été commandées. Et grâce à ceux qui ont hacké les contrats, puisque j'ai la version non grisée, ça va de 15 € la dose à 19 € la dose. C'est un contrat à presque 30 milliards d'euros, en fait. Exactement. Donc ça signifie qu'il y aura des futures 4e, 5e et 6e doses. Déjà, à l'époque, quand ils ont passé la commande, c'était 4,3 milliards. On était à 9 doses. Ouais, c'est ça. Déjà, 7 doses par personne en France et 9 au Canada. Moi, j'avais calculé 9 pour l'Europe. Ah oui. Parce que c'était 4,3 milliards de doses, donc il y a plus d'un an. Ne sachant pas le nombre de variants, ne sachant pas si ça allait s'éteindre, parce qu'à un moment donné, on espère que la pandémie s'arrête quand même. Et non, ils étaient partis pour 4,3 milliards de doses, dont 1,8 milliard pour Pfizer. Mais là, les médecins vous répondent, c'est normal qu'ils se couvrent parce que ça serait un scandale beaucoup trop grand si ils avaient une fois de plus pas prévu comme pour les masques. C'est comme ça que les gens rationalisent. Oui, mais le problème, c'est que comment dire, il y a un effet limité. Je crois que c'est 6 mois. La dose, normalement, elle a une validité de 6 mois. Donc il y a des doses périmées. Donc il y a des doses périmées. Et puis, il y a les nouveaux variants qui font qu'il y a de nouvelles fioles. Voilà, exactement. Donc le stock qui a été... la commande qui a été faite par la Commission, finalement, c'est pour ça qu'il y a le scandale avec COVAX, où on a essayé d'envoyer des stocks, le AstraZeneca, que personne ne veut en Afrique, et les Africains n'en veulent pas. Donc, ils sont détruits. Donc, lors d'une audition auprès de la commissaire Stella Kyriakides, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ce stock? La réponse était, on espère qu'il y aura des retards de livraison pour ne pas finalement avoir à gérer ce stock qu'on va avoir sur les pattes. Et pareil, donc pour cet hiver, ils ont recommandé cet été de nouveaux stocks parce qu'ils considèrent que le variant Omicron, qui était de l'année dernière, va revenir sans doute, peut-être déguisé avec un autre variant. Mais en tout cas, le stock prévu pour cet hiver, c'est avec le variant Omicron. Donc là aussi, il va y avoir encore un décalage. Mais quand vous entendez ça, chère Marie-Estelle, qu'est-ce que vous vous dites? C'est qu'on n'en finira jamais, quoi. Oui. Moi, j'écoute en tant que citoyenne, là, parce que je n'ai pas du tout d'expertise ni sur les contrats, ni sur le contenu du vaccin. Mais effectivement, on se dit que
ce qu'on nous fait passer pour le bien est en fait un élément non pas de rationalité, mais de fuite en avant, de croyance religieuse. On dirait qu'il y a un truc magique. Vous savez, on a l'impression qu'on est dans un rituel magique. Il y a la fiole magique, le geste barrière magique, le gel hydroalcoolique magique qui va nous... En fait, on dirait qu'on veut vendre aux gens cette story, ce storytelling de il y a un rituel qui va vous protéger de la mort et il ne faut pas le remettre en question comme si c'était une sorte de religion, en fait. On n'a pas du tout l'impression, quand on vous écoute, qu'il y ait de la tempérance, de la rationalité, de la logique et ni même de la science, puisque les scientifiques les plus pro-vaccins, y compris des scientifiques pour l'obligation vaccinale des personnes âgées, vous disent bah non, mais ça ne sert à rien de vacciner les enfants, de toute façon, ça n'empêche pas la transmission. Donc on se dit, les décisions sont prises sur une base non pas rationnelle, mais quasiment sur une base religieuse, en fait. Moi, je dirais plus loin. Moi, je dirais quand je vois tous ces écrits, je vois cette logique, je dirais plutôt qu'il y a une logique de fric. Oui, oui, bah, bien sûr, mais je ne voulais pas le dire comme ça. Voilà, moi, pardonnez-moi, je rentre dans le sujet. Pour moi, quand je vois tout ce gaspillage, quand je vois qu'on pourrait mettre de l'argent dans la recherche de traitement, parce que là, on ne parle que du vaccin, on ne parle pas du tout... donc, c'est bien une religion, c'est la religion de l'argent. Voilà. Exactement, effectivement, finalement... C'est biblique, on vient un truc biblique. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment très sympa. Hein. Il essaye de petit débat. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-Estelle. Votre livre, L'Anti-Mère, voilà, je vous recommande ce livre. Et, chère Virginie, votre prochain combat, c'est quoi? L'identité numérique, on va bientôt le voter. C'est quand qu'on le vote? Alors, on va le voter en commission ce soir. Ah, ce soir? Ce soir. Bon, on le vote en commission. On est venu au bon moment. Et après, il sera au mois de novembre voté en plénière. Donc évidemment, je voterai contre, hein, évidemment. C'est quand, au mois de novembre? Prochaine plénière, alors je n'ai pas les dates exactes, mais je vous les donnerai. Mais effectivement, ce soir, on l'a au vote et j'ai déposé des amendements. Mais le problème, c'est qu'ils incluent dans cette identité numérique toutes les données concernant notre santé. Et pour moi, c'est le cheval de Troie. Voilà quelque chose qu'ils vont imposer, bien évidemment. Sûr, c'est l'ère du transhumanisme dans toute sa splendeur. Et comme vous l'avez dit, passe sanitaire, passe CO2, passe écolo, passe bon citoyen. Donc ce qui voudrait dire qu'une personne qui n'est pas à jour de ses vaccins pourrait se voir déconnecter ses droits à l'assurance maladie ou ceci ou cela selon le bon vouloir des gouvernements. C'est une des dérives possibles, puisqu'on l'a bien vu, le pass sanitaire nous a permis ou pas d'accéder à un restaurant. Donc demain, si un régime souhaite le remettre en place, effectivement, ça sera une comment dirais-je, des solutions pour nous exclure de la société. Comme après le droit électoral, il peut y avoir plein de déclinaisons en fait. Un texte que vous pourrez amender, évidemment. Alors, je l'ai amendé. Hein, il est déjà, ce soir, nous le votons. Il est déjà amendé. Donc, moi, j'ai effectivement essayé d'enlever toutes les notions concernant la santé. Notre corps n'est pas la propriété de l'État, quand même. Voilà. Il faut le rappeler. Donc ça, on l'a fait. Ça n'a pas été suivi. Et aussi, la protection des données ici. Parce que le problème, également, c'est que les données sont souvent gérées à l'autre bout du monde, notamment aux États-Unis par Microsoft. Donc, moi, j'ai demandé à ce que les données soient gérées en Europe. Bon, ça n'a pas été. Mais ça, c'est une réalité Microsoft ou parce qu'on entend souvent des gens qui s'appellent complotistes. Hein. Non, c'est une réalité. Le Health Data Hub en France, il est toujours géré par Microsoft. Il aurait dû sauter avant les élections. Ils ont dit que pour des problèmes techniques, ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, c'est bon, les élections sont passées. Il faut qu'ils arrêtent maintenant de gérer nos données. En tout cas, merci beaucoup, chère Marie-Estelle. Merci beaucoup, chère Virginie. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, c'était passionnant. J'ai vraiment aimé vous interviewer. Passez tous une excellente journée et à la prochaine. Salut, ciao.